Donc, bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette dernière conférence de notre année carton consacrée à la cartographie. Donc, après avoir exploré des domaines tels que les débuts de la cartographie, notamment liés à la levée des plans d'intendance à la fin du XVIIIe siècle, après avoir vu aussi les missions et le métier des géomètres experts, nous sommes ravis d'apporter une petite touche de modernité pour finir ce cycle, en accueillant donc Monsieur Besse, qui est l'ancien directeur adjoint chargé de la communication de l'IGN, et qui nous propose ce soir une intervention sur les apports et l'utilisation des nouvelles technologies dans la cartographie. Donc comme d'habitude, suite à la communication, il y aura un temps d'échange pour questions, remarques, voilà, et autres sollicitations. Nous lui avons demandé d'intervenir pour apporter justement ce petit éclairage plus moderne, et également puisque désormais un des services de l'IGN est notre voisin, puisque récemment installé sur l'aéroport de Beauvais-Tillé, donc service qui œuvre dans le domaine de la photographie aérienne du territoire français. Donc, bonne soirée. Merci de m'accueillir dans cette belle institution. Nous allons nous focaliser plus précisément sur les 15 ou 16 dernières années, qui ont été des années assez riches en matière d'évolution. Mais tout d'abord, je voudrais remonter le temps, puisque c'est le titre d'un service internet que l'IGN a mis en place, remonter le temps pour l'IGN.fr, tout attaché, qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de comparer. À gauche, vous avez la carte de Cassini, et à droite, vous avez l'image des bases de données actuelles de l'IGN. Donc, vous pouvez également sur ce site télécharger, feuille par feuille, les 181 cartes de Cassini, sauf que celles que vous téléchargez seront monochromes, car l'exemplaire que l'on met ici en visualisation est celui de la BNF, qui est un exemplaire particulier, puisqu'il a été rehaussé à l'aquarelle à la main, comme cela se faisait à l'époque, puisque du temps des Cassini, on ne savait pas imprimer en couleur. Vous avez également accès aux minutes originales d'état-major, qui celles-là sont archivées dans les sous-sols de la cartothèque de l'IGN, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 5 ans. Donc vous pouvez télécharger ces fichiers en haute résolution, qui sont assez lourds, donc ça peut prendre un peu de temps suivant la nature des collections que vous avez chez vous. Et en tout cas, vous pouvez les visualiser sur l'ensemble de la France, puisqu'on a réalisé, on les a géoréférencés, ce qui a permis d'établir un continuum sur l'ensemble du territoire national, ou du moins celui qui était couvert à la date de la cartographie. Parce que dans l'exemple des Cassini précédents, la Corse n'était pas encore cartographiée et la Savoie non plus, puisqu'elle n'était pas dans la France de l'époque. Vous avez également, ça c'est plus récent, ça vient de se terminer, c'est un continuum France entière en noir et blanc qui correspond aux premières photographies aériennes de l'ensemble de la France. Donc après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va s'étaler entre les années 45-65, donc on a mis années 50, mais en fait ce n'est pas une seule photo de 1950, ce sont des photos qui ont pris un certain nombre d'années pour couvrir l'ensemble du territoire national, puisqu'il y a plus de 50 000 photos assez précises, vous pouvez zoomer dessus. Et en couleur, évidemment, vous avez les dernières photographies aériennes réalisées, donc, comme Madame vient de le dire, par nos avions qui sont basés maintenant à côté des pompiers sur l'aérodrome de Beauvais-Tillé. Et puis nous venons également de mettre en ligne la cartographie, donc à gauche des années 50, qui était la carte au 50 millième, réalisée à partir de photographies aériennes. On voit qu'il y avait quand même déjà, ce qui ne se voyait pas trop sur les photos au noir et blanc, mais on voit qu'il y avait déjà un aérodrome à Beauvais. Donc simplement le trafic a un petit peu augmenté depuis. Alors je reviens à l'année 2002. Donc cette année, ça a correspondu à la première orthophotographie numérique sur l'Île-de-France.
qui a été réalisé par l'IGN cette année-là. Et pour le faire savoir, on avait exposé au parc André Citroën, pour ceux qui connaissent, un agrandissement photo qui était réalisé à l'époque dans nos laboratoires couleurs de Creil, puisque nos avions et nos laboratoires couleurs étaient à Creil dans l'Oise. Cette image de Paris faisait 15 mètres de large sur 10 mètres en nord-sud. Et on pouvait faire un peu une mise en abîme, puisqu'il y a dans le parc Citroën une montgolfière qui est attachée au sol, on voit le câble, qui permettait de voir Paris vu du ciel. Donc il y avait une espèce d'effet vache qui rit, si je peux me permettre. La photographie aérienne, petit clin d'œil, historiquement a été inventée par Nadar, qui a fait en 1858 les premières photos de Paris vues du ciel en ballon. Et puis après, d'ailleurs, il a construit les ballons lui-même. On le sait moins, mais c'est à bord d'un ballon construit par Nadar que Gambetta a échappé aux Prussiens en 1870, au moment de la guerre de 70. Alors, ces prises de vue aériennes sont faites avec des caméras numériques qui ont été conçues et réalisées par les laboratoires de l'IGN. On a commencé en 1992 déjà, je me souviens d'avoir exposé à Strasbourg à un congrès international la première caméra numérique IGN. Mais il a fallu une dizaine d'années pour que cette caméra passe du niveau de la recherche au niveau de la production. Et donc, elle s'est développée également, puisqu'au départ, il y avait une seule optique, et puis là, en 2002, il y a 4 optiques, et on verra plus tard qu'on est passé maintenant à 9 optiques, pour couvrir à la fois tout le spectre, y compris d'ailleurs l'infrarouge, qui a des applications particulières, et également avoir la stéréoscopie, donc la vision en 3 dimensions. Mais en 2002, c'était également le lancement par le CNES du satellite d'observation de la Terre Spot 5, qui est donc le 5e de la lignée Spot. C'est un peu comme les Cassini, il y a eu 4 générations successives. Malheureusement, le 4e Cassini n'a pas eu d'enfant, et la lignée s'est arrêtée. Enfin, s'il y a eu un 5e Cassini, mais il n'était pas cartographe, pardon. Alors que Spot, on en est aujourd'hui à Spot 7. Et ces satellites d'observation de la Terre qui tournent sur des orbites de l'ordre de 800 km de la Terre, qui sont des orbites héliosynchrones, qui ne sont pas comme les satellites météo, des satellites géostationnaires, puisqu'au contraire, il faut qu'ils tournent en permanence autour de l'axe des pôles, et en combinant avec le mouvement de rotation de la Terre, on arrive à photographier toute la surface terrestre, avec en plus des possibilités de dépointer les objectifs de visée. Donc Spot 5, c'est 2,5 mètres de résolution. Le premier spot, il était plutôt dans les 10 mètres. Maintenant, les derniers spots, ils sont dans les 1 mètre, 1 mètre 50. Avec les avions qui sont donc à côté de nous, pas très loin d'ici, on descend à, si nécessaire, 5 cm de résolution. Vous voyez qu'il y a toujours quand même une résolution bien meilleure avec les avions. Évidemment, on a moins de recul. On pourrait voler plus haut, mais évidemment, on ne peut pas avoir à la fois une définition très pointue et une vue d'ensemble. Donc il faut le choisir. Et c'est l'utilisation des deux outils qui permet de tirer tous les avantages donc, des outils modernes. En 2002, ça fait peut-être sourire aujourd'hui, mais l'IGN lançait ses premiers CD-ROM de randonnée, qui étaient les compléments des cartes papier. Donc à l'époque, on avait fait les régions les plus touristiques, évidemment, là où il y avait des espoirs de vente sur l'île de France, les Alpes, les Pyrénées, etc. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé. 2003, c'était notre ministre de tutelle à l'époque, M. Gilles Robien, qui était aussi député maire d'Amiens, un peu plus au nord, qui était venu à Saint-Mandé pour signer le contrat d'objectif. Ce sont des contrats pluriannuels qui sont signés régulièrement par les ministres qui ont la tutelle de l'IGN. En général, c'était le ministre équipement, c'est devenu l'écologie, ça peut changer de nom, ça s'est appelé développement durable. Enfin, il y a toujours un ministre qui est en charge de ces dossiers. 2003, c'est une date historique pour l'IGN, en ce sens que, à partir de 2003, on a laissé tomber les outils de dessin traditionnels.
Vous avez vu dans l'exposition à côté tout à l'heure les tire-lignes qui permettaient de dessiner des cartes à l'encre. C'était déjà des outils modernes par rapport à ce qu'utilisaient les plumes qu'utilisaient les dessinateurs du temps de Cassini, ou les burins pour graver les plaques de cuivre. Donc là, on avait ce qu'on appelait des anneaux de gravure qui permettaient de tracer directement des doubles traits pour figurer les routes avec différentes largeurs suivant la viabilité des routes, sur des couches à graver qui permettaient ensuite, par combinaison photomécanique, d'obtenir des films planches-mères qui eux-mêmes allaient permettre de graver les plaques d'impression pour reproduire en offset les cartes. Alors à partir de 2003, tout est devenu 100% numérique, ce qui ne veut pas dire que c'est automatique, ça veut dire qu'on travaille sur des fichiers, non plus sur des documents physiques qui rentraient dans des meubles à plan. On travaille donc sur des fichiers avec des corrections interactives qui se font sur l'écran à l'aide d'une souris, évidemment, enfin des outils de dessin et des logiciels de dessin. 2003, c'est aussi le début du registre parcellaire graphique, qui est une production cartographique faite pour le ministère de l'Agriculture et qui est très importante pour les agriculteurs français, puisque ça conditionne en fait, en fonction des déclarations qu'ils font sur fond de photographie aérienne de l'IGN, ça conditionne les subventions de la politique agricole commune, la PAC. Laquelle PAC évolue en permanence, là on est en train de travailler sur la PAC 2020, avec des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes pour essayer d'avoir une agriculture plus durable. Donc il faut bien délimiter les parcelles avec les natures de culture, et ça maintenant ça se fait et ça se contrôle aussi sur photographie aérienne, sur image spatiale, etc. Et l'IGN a un rôle à la fois en amont et en aval. 2004, donc 2 ans après l'orthophoto sur l'Île-de-France, toute la France a été terminée en photographie numérique, parce qu'il faut quand même plusieurs années pour photographier l'ensemble de la France. Nous avons 4 avions, mais il photographie aujourd'hui à peu près un tiers de la France chaque année, ce qui fait qu'on est passé à donc un renouvellement tous les 3 ans. À l'époque, on était plutôt sur des renouvellements tous les 5 ans. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on était plutôt tous les 10 ans. Donc vous voyez qu'on accélère quand même la cadence, mais on est limité par la météo. Donc il faut qu'il fasse beau, évidemment, pour faire de la photographie aérienne, sinon vous photographiez les nuages, et c'est pas très exploitable ensuite. Donc pour montrer à nos députés ce que l'on faisait des subventions qui nous votent chaque année, on avait assemblé dans la salle, je crois que ça s'appelle des Pas Perdus, juste à l'entrée de l'hémicycle, une immense photographie aérienne de la France qui devait faire plus de 100 mètres carrés et qui montrait donc l'assemblage numérique de toutes ces photographies aériennes. Et puis il y avait des petites consoles numériques colorées sur lesquelles les députés pouvaient ensuite, qui étaient des écrans tactiles déjà à l'époque, sur lesquels on pouvait pianoter pour zoomer sur telle ou telle commune ou telle circonscription dont les députés étaient les représentants. En 2004, la base de données topographique, donc ça c'est la deuxième couche du référentiel à grande échelle dont je parlerai tout à l'heure. La base de données topographique est donc obtenue à partir de l'exploitation des photographies aériennes, et c'est déjà l'interprétation de ce que l'on voit sur les photos, puisque vous voyez ici qu'on traduit l'hydrographie en bleu, ce qui n'est pas forcément la couleur originale sur les photos, ça tire parfois plutôt sur le vert, mais disons que conventionnellement on adopte la couleur bleue pour tout ce qui relève de l'eau, le vert pour tout ce qui relève de la végétation, que ce soit les forêts ou les cultures, et puis le bâti. Alors autrefois sur les plans cadastraux, là, on avait vu que c'était dessiné en rouge, donc on peut le mettre en rouge, on peut aussi le mettre sur une autre couleur. Et les voies de communication, que ce soit les voies ferrées comme ici, apparaissent en général en noir. Et ce qui est nouveau là sur ces images-là, c'est qu'on a introduit ce qui n'était
pas au départ une troisième dimension qui donne la hauteur des constructions. Mais dans un premier temps, on n'a pas la hauteur, enfin le dessin exact de toutes les toitures. Vous avez par exemple ici un triangle au milieu de l'image qui représente le CNIT à la Défense. Vous savez que le CNIT il a une forme de toiture particulièrement complexe. Ce n'est pas un triangle plat, mais on enregistre en fait dans cette base, par défaut, dans un premier temps, la hauteur des gouttières, c'est-à-dire en fait le bas des toits. Et ça s'améliorera par la suite, comme on le verra plus tard. Et l'IGN garde quand même le sens de l'humour, malgré le sérieux de ses recherches, puisque en 2004, nous avons publié, avec les éditions Casterman, une carte de la Sodrovno-Voldachie, qui est un pays que vous pouvez le deviner totalement imaginaire, et qui est sorti de l'imagination fertile du dessinateur François Schouten et du scénariste Benoît Peters, qui sont des spécialistes franco-belges de l'œuvre de Hergé, d'ailleurs. On retrouve un peu un clin d'œil à la Bordurie et à la Sylvanie. Et cette carte était encartée sous blister avec le tome 2 de La Frontière Invisible, qui est une bande dessinée qui relate les aventures de cartographes et de géographes d'un institut qui ressemble fort à l'IGN français ou à l'IGN belge, parce que nos homologues à Bruxelles s'appellent aussi IGN. En 2005, on a exposé devant la Cité des Enfants, à la Cité des Sciences, donc dans la partie, dans le hall qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde, où il y a 3 millions de personnes qui rentrent chaque année. Une photographie aérienne géante aussi de 144 mètres carrés sur l'île de France, qui est restée pendant une année. Et ensuite, on a zoomé sur le Grand Paris et ensuite sur Paris intramuros pour montrer qu'on pouvait avoir de plus en plus de détails. En 2005, ça a été aussi une année charnière pour nos avions et nos équipages de photographes navigants, puisque c'est l'année à partir de laquelle toutes les prises de vue se sont effectuées avec des caméras numériques. Parce que jusqu'en 2005, on a fait une partie des avions qui étaient équipés avec des caméras analogiques, donc traditionnelles, et une autre avec les caméras numériques. Puisque comme nous avons fabriqué nous-mêmes nos caméras, et on n'a pas pu en faire 4 un coup de baguette magique, il y a des limitations budgétaires, et donc on a continué d'utiliser les caméras Zeiss, qui étaient d'excellente qualité, qui faisaient des photographies analogiques d'excellente qualité, mais le numérique permet d'aller chercher les détails dans les ombres, d'aller encore plus loin, et surtout ça fait gagner une étape. C'est-à-dire qu'on a déjà un fichier dès que l'avion atterrit. Donc ça fait gagner du temps, et le temps c'est de l'argent, comme vous le savez. En 2005, l'IGN est passé du CD de tout à l'heure au DVD. Donc on est passé d'IGN Rando à GeoRando. Vous avez peut-être connu ces DVD. Ils avaient en haut à droite une première présentation qui a évolué ensuite avec l'autre. Et en 2006, là aussi c'est une date très importante pour nous, puisque vous vous souvenez peut-être qu'en 2005, Google avait lancé son service Google Maps, qui avait fait grand bruit, et l'IGN travaillait déjà sur un service analogue sur la France, malheureusement pas sur le monde entier, car nos moyens sont limités, mais par contre sur la France, nous avons une grande richesse d'informations géographique, que ce soit les photographies aériennes, la cartographie à toutes les échelles. Et donc ça avait mérité une présentation au président de la République de l'époque, que vous avez reconnu, bien évidemment. Et le géoportail avait été lancé par notre ministère de tutelle, l'écologie, mais également d'autres ministères simultanément, ce qui fait que tous les journalistes en ayant parlé, il a été victime dès le premier jour de son succès, puisqu'il y a eu 14 millions de tentatives de connexion simultanée, et les serveurs n'ont pas supporté autant de connexions en même temps. Donc après, ça s'est tassé, heureusement, et les choses sont entrées dans l'ordre. En 2006, l'IGN s'est lancé également dans les GPS. Alors là, ça fait aussi un petit peu ringard parce que c'était les premiers modèles. Et donc, l'IGN fabriquait, alors on fabriquait aussi dans des pays exotiques,
boîtier, et on était surtout nous fournisseurs des données qui étaient rentrées sur la carte mémoire. Donc on pouvait avoir une carte avec la cartographie de la France au 100 millième, et puis après on pouvait acheter des dalles de cartes au 25 millième. Évidemment, tout n'était pas à l'époque sur une seule carte mémoire. En 2006, on continue, oui, il y a un logiciel qui a été développé par l'IGN qui s'appelait Bati 3D, donc pour améliorer la troisième dimension dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ici qu'on commence à distinguer la nature, la forme des toitures, les toits de pente, à 4 pentes, etc. Avec, pour ce faire, la nécessité de prise de vue complémentaire oblique, parce que quand vous photographiez, faites de la photographie aérienne traditionnelle à but cartographique, on est en vision zénitale, donc verticale, et on n'a pas forcément les vues obliques qui permettent d'analyser plus finement la forme des toitures. Alors ces vues obliques, elles peuvent être soit faites en avion, soit faites avec des capteurs terrestres type véhicules qui circulent dans les rues. En 2007, à choc sur 2007-2008 d'ailleurs, l'IGN était associé à la célébration de l'année polaire internationale. À cette occasion, nous avons révisé la carte de l'Antarctique qui avait été établie dans les années 50, au moment des années polaires précédentes, avec les équipes des fondations Paul-Émile Victor et d'autres scientifiques. Et puis, nous avons exposé d'ailleurs des cartes géantes des deux pôles, pôle Nord et pôle Sud, à la Cité des Sciences, toujours à la Villette, avec le pôle Nord, l'Arctique, qui était une carte canadienne. Nous avons lancé le service EduGéo en partenariat avec l'Éducation nationale, dans le but de moderniser l'enseignement de la géographie à tous les niveaux, que ce soit en primaire, en secondaire ou dans le supérieur. Donc c'est un serveur qui s'appuie sur les flux du géoportail et qui permet, avec des enseignants, de créer des exercices pédagogiques qui correspondent aussi au programme de l'Éducation nationale. Pour le grand public, nous avons lancé le service Carte à la carte qui se développe en permanence. Donc ça permet sur Internet de commander une carte centrée sur la commune qui vous intéresse, car vous connaissez l'éternel problème, c'est que les cartes papier sont toujours à cheval sur 4 cartes. C'est ce que disait Napoléon déjà au moment des grandes batailles. Et donc là, vous pouvez vous recentrer sur votre centre d'intérêt, vous pouvez choisir la photo de couverture, soit parmi les photos proposées, soit parmi vos photos personnelles. Vous pouvez choisir le titre, vous pouvez choisir le format petit, moyen ou grand, la nature du papier, papier plastifié, papier normal, papier poster, le format vertical ou plutôt horizontal, et puis recevoir la carte soit sous forme pliée, soit sous forme roulée, moyennant un petit délai entre 48 heures et une semaine s'il y a de l'affluence. Et dans l'avenir, nos chercheurs travaillent, il y a eu des thèses qui ont été faites sur la question, sur la palette des couleurs. Donc il y a une collègue qui a publié une thèse assez intéressante sur les palettes des peintres, qui partaient des tableaux de Van Gogh, de Monet, etc., qui utilisaient certaines couleurs plutôt que d'autres, et donc en fonction de ces palettes-là, vous pouvez réinjecter ces couleurs dans la cartographie IGN. Donc ça peut donner des cartes à la manière de. C'est intéressant, mais ce n'est pas encore commercialisé. En 2007, c'était le Grenelle de l'environnement, et notre ministre qui avait changé, c'était Jean-Louis Borloo, que l'on voit ici, qui a signé donc, le contrat d'objectifs suivant pour l'IGN avec le directeur de l'époque et le père du géoportail à droite sur votre écran, le collègue Patrick Leboeuf, qui profitait aussi pour présenter une nouvelle version, une V2 du géoportail, qui intégrait notamment la troisième dimension, donc, qui est important puisqu'en plus l'IGN a une tradition de cartographie en relief. On fabrique toujours des cartes en relief en plastique thermoformé, car ce sont des merveilleux instruments pédagogiques et aussi ludiques, de pouvoir toucher dans le relief du doigt.
mais on l'a maintenant donc sur écran avec le géoportail en 3D. Et puis on peut aussi intégrer avec des partenaires, comme ici la société IGEO, qui avait modélisé très précisément les façades du château de Versailles. Vous voyez par rapport aux constructions, aux immeubles de Versailles en arrière-plan, le château est privilégié pour des raisons touristiques évidentes. 2008, c'est l'achèvement de la BD parcellaire. La BD parcellaire, c'est une base de données que l'on fait avec la Direction générale des finances publiques, donc la DGFiP, les impôts, en bref, qui entretiennent donc, le cadastre depuis Napoléon, puisque depuis 200 ans, donc, il y avait d'un côté les relevés cadastraux à but pour lever l'impôt foncier, et puis les cartes militaires ou civiles faites par le service géographique de l'armée et qui est devenu l'IGN en 1940. Donc la BD parcellaire, c'est la troisième ou la quatrième couche du référentiel à grande échelle, la première étant l'orthophotographie dont j'ai parlé tout à l'heure, la deuxième la base de données topographique, la troisième la BD parcellaire et la quatrième c'est la BD adresse. Donc c'est une base de données qui contient 30 millions d'adresses et qui permet de localiser très précisément les propriétés, enfin toutes les parcelles en fait, avec l'adresse postale et les adresses qui servent aussi au GPS pour vous guider. Alors cette base de données adresse est de plus en plus maintenant établie en mode collaboratif avec les collectivités locales, puisque c'est elles qui ont l'autorité pour baptiser les rues et pour numéroter les différentes adresses, hein, notamment dans le cas particulier du hangar, enfin du service de l'information aéronautique de l'IGN qui vient de s'installer sur l'aéroport de Beauvais-Tillé. La rue qui accède entre l'avenue de l'Europe à Tillé et le hangar des pompiers et de l'IGN, la rue a été baptisée rue Cassini. Alors la plaque, cherchez pas la plaque, elle n'y est pas encore, mais elle va être posée prochainement. Et ça va être inauguré le 12 juillet prochain. Donc à terme, ça sera reconnu par les systèmes de conduite embarqués. Nous avons travaillé, et nous travaillons toujours avec nos collègues du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, donc eux dépendent du ministère de la Défense, et ils sont en charge de la cartographie française des mers, enfin de toutes les zones littorales qui dépendent de la France, et Dieu sait qu'il y en a, car la France est quand même la deuxième puissance maritime en termes de longueur de côte, hein, avec les départements et territoires, les collectivités d'outre-mer. Donc là, on voit le golfe du Morbihan qui a été modélisé en 3D par les deux institutions. On verra d'autres exemples tout à l'heure. En 2008, toujours à la Cité des Sciences, nous avons enchaîné avec l'exposition de la cartographie de la France au 100 millième, ce qui s'appelait autrefois la série verte, que les plus anciens d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelle la Top 100 maintenant, puisque c'est la carte du 100 millième. Et donc à cette échelle, la France qui fait 1000 km du nord au sud sur 1000 km d'est en ouest, mesure 10 mètres sur 10 mètres. Ici, comme on disposait de 12 mètres sur 12 mètres à la Cité, on a agrandi. C'est l'avantage du numérique, c'est qu'on peut faire varier l'échelle, donc on est passé au 80 millième. On avait donc une carte de 12 mètres par 12 mètres, 144 mètres carrés. Et ça donnait plus de place aux enfants des écoles pour apprendre leur géographie. Et on avait réussi à rajouter les départements d'outre-mer dans l'Atlantique, qui n'étaient pas à leur position géographique habituelle, de même que la Corse n'était pas dans la Méditerranée. Mais c'était pour des raisons de circulation, il fallait laisser des passages pour les handicapés tout autour de la carte. 2009, la caméra numérique donc de deuxième génération passe également de recherche en production. Donc les images vont être d'encore meilleure qualité. On voit ici le Grand Palais. On pourrait presque deviner, voir les défilés de mode qui se passent en dessous, les expositions qui sont en cours. L'IGN, par son laboratoire l'EMI et notamment le chercheur Olivier Martin, que je vois ici en image, a développé un mini-capteur qui s'appelle le GeoCube, dont on reparlera.
Et un autre laboratoire de recherche en imagerie qui s'appelle le laboratoire Matisse a développé le véhicule Stéréopolis. Et on voit sur l'image du bas Nicolas Paparoditis, qui est actuellement le directeur de la recherche et de l'enseignement à l'IGN, qui explique les thermographies que l'on voit ici sur cette image, qui sont, je crois, sur la ville de Saint-Mandé, qui est la commune où se trouve le site de production historique de l'IGN depuis les années 45-47. Et donc les façades apparaissent de ton plus rouge qu'il y a des fuites thermiques, et qu'il y a donc des besoins criants d'isolation de ces façades, de rénovation énergétique ces derniers temps. Le LIDAR aérien donc, sert pour le programme Litho 3D avec le CHUM dont j'ai parlé. Le LIDAR, c'est Light Detection de Ranging, c'est donc un système laser qui peut être soit embarqué à bord des avions, soit embarqué à bord des véhicules terrestres, et qui permet, en envoyant des rayons, d'obtenir des informations sur... alors quand c'est vu du ciel, ça donne des informations sur le relief, c'est des modèles numériques de surface. Et on a ici, pour imager, des teintes du type sométrique, donc qui varient en fonction de l'altitude, depuis le vert dans les plaines jusqu'au marron foncé sur les sommets. Et c'était sur Mayotte, puisque l'IGN travaille aussi, bien évidemment, dans sa mission de service public sur les territoires ultramarins, même si ce sont des régions ultra-périphériques, les RUP au sens de la communauté européenne. Nous avons à Toulouse, depuis 1989, donc en 2009, c'est un service qui fêtait ses 20 ans, le service IGN Espace, qui est spécialisé dans le traitement d'images spatiales et qui travaille essentiellement pour le ministère de la Défense et pas uniquement sur les territoires français, puisqu'aujourd'hui, l'IR, Dieu merci, ne se passe plus sur notre territoire, mais plutôt à l'étranger, et donc il faut des modèles numériques et des images satellites de plus en plus précises sur l'ensemble du globe, du moins les terres émergées. Et donc ce sont des travaux qui sont confiés par le ministère de la Défense ou des Armées, selon son appellation, à l'IGN de gré à gré, et l'IGN ensuite est maître d'œuvre et sous-traite auprès de sociétés qui peuvent être des sociétés privées comme Thales ou autres, mais c'est l'IGN qui chapeaute l'ensemble de ces travaux. L'IGN s'intéresse non seulement à la défense, mais également aux problématiques de biodiversité, bien avant que la loi sur la biodiversité soit votée récemment, encore en 2010, avec le Muséum d'histoire naturelle, dont on voit ici le bâtiment qui abrite la fameuse galerie de l'évolution. L'IGN avait réalisé une carte géante de la biodiversité, donc qui permettait là aussi, pendant 6 mois, au public du jardin des plantes de marcher sur les différentes réserves naturelles, parcs naturels régionaux, parcs nationaux, et les différents zonages, que ce soit les ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, etc., les zones Natura 2000, enfin toutes les délimitations que vous retrouvez également sur le géoportail, en affichant la couche correspondante, en allant chercher dans le dossier écologie ou environnement les informations qui vous intéressent. Car le géoportail dont j'ai parlé tout à l'heure, lancé en 2006, s'enrichit progressivement de nombreuses couches partenariales. Il y a donc à la fois les cartes géologiques du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Il y a les cartes de localisation probable des avalanches qui sont faites avec l'ancien CEBAGREF qui est devenu l'IRSTEA. Et il y a également donc, les cartes aéronautiques que nous faisons avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, et qui sont publiées chaque année au 1er avril avec des mises à jour. Nous avons énormément de thèmes, il y a plus de 100 cartes thématiques qui peuvent être affichées indépendamment sur le géoportail. Et puis, comme évidemment tout le monde, pratiquement sauf moi maintenant, a des téléphones intelligents, nous avons des développeurs d'applications qui ne sont pas IGN, ce sont des startups qui utilisent les flux du géoportail
les données, les bases de données IGN pour faire des applications de randonnée à pied, à cheval, à vélo, etc. Donc les premières s'appelaient CompGPS, GeoLize, Iphigénie, qui existe toujours, qui est très utilisé, Tonav. Aujourd'hui, il y a également Ubitrek, il y a plusieurs applis. Aucune n'est développée par l'IGN, car nous sommes un établissement public à caractère administratif et les règles de la comptabilité publique ne sont pas compatibles avec l'encaissement des redevances liées au développement d'applications. Par contre, toutes les startups qui développent des applications nous versent un pourcentage sur les abonnements qu'ils obtiennent, bien évidemment. 2010, c'était les 70 ans de l'IGN, puisque j'ai dit tout à l'heure que l'IGN a été créé en 1940. Et cette année-là, donc la ministre, ça change tout le temps, donc là c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était venue prononcer son discours, je vous en fais grâce, à la Cinémathèque où nous avions fêté nos 70 ans. 2011, les journées de la recherche qui ont lieu chaque année. Vous voyez ici donc les caméras numériques, la version qui est utilisée aujourd'hui. Je suis monté tout à l'heure dans un des avions qui était au sol. C'est cette caméra que j'ai pu voir. Donc il s'est un peu complexifié par rapport à la première de 1992, par rapport à celle de 2002. Vous voyez qu'il y a la 9 optique et puis une plateforme inertielle qui permet, gyroscopique, qui permet de stabiliser les prises de vue, puisque quand vous êtes dans un avion, vous avez toujours des vibrations, puis vous avez déjà le vol de l'avion également, donc il faut compenser ce qu'on appelle le filet, sinon vous obtenez des images floues. Donc c'est des appareils assez sophistiqués, mais qui permettent d'obtenir des images de qualité pour peu que le temps soit au bon. En 2011, c'était également la 25e conférence de l'Association cartographique internationale, dont l'IGN a été un des membres fondateurs en 1961. Il y a eu le congrès de Paris, et 50 ans après, il y a eu le 25e congrès, puisque ça a lieu tous les 2 ans, en 2011, qui était également à Paris. Et chaque année, ça se passe dans un pays différent, où la communauté cartographique internationale se retrouve et organise aussi des conférences pour échanger sur les progrès des uns et des autres. Il y a des expositions également pour montrer les productions des différents instituts géographiques et des différents instituts de recherche en la matière. Avec le choc, nous avons également cartographié en 3D très précisément l'île Tromelin, qui s'est rendue célèbre puisque c'est une île inhabitée, mais qui a été temporairement habitée par des naufragés au XVIIIe siècle, qui ont attendu quelques dizaines d'années qu'on vienne les rechercher. Et il y a des très beaux livres qui ont été écrits sur la question, je vous y renvoie. Et donc l'essentiel des survivants étaient des femmes, qui apparemment survivent mieux que les hommes dans un univers hostile. Nous travaillons également avec un laboratoire de recherche en géodésie, le LAREG, qui fait partie de l'IGN, qui est domicilié à Paris Diderot avec l'Institut de physique du globe. Et nous étudions assez précisément les mouvements de l'écorce terrestre, dans le but bien évidemment de prévoir l'imprévisible, les séismes et autres. En 2012, nous avons inauguré les nouveaux bâtiments, si vous passez un jour à Saint-Mandé-Vincennes, entre la porte de Vincennes et le château de Vincennes, où se trouve par ailleurs le service historique de la Défense. Vous verrez des bâtiments tout vitrés qui font un certain nombre de dizaines de mètres de long, puisqu'ils abritent à la fois les services de Météo France, qui était autrefois à quai Branly, entre le musée et puis pas loin de la Tour Eiffel. Donc Météo France a déménagé et donc maintenant a rejoint l'IGN sur le site de Saint-Mandé. Alors tout Météo France n'est pas là, ils ont d'importants services, notamment leur plus gros ordinateur de France qui est à Toulouse, qui permet de prévoir le temps qu'il fera demain et après-demain, et même au-delà. Mais vous avez quand même ici dans ces locaux à Météo France, des prévisionnistes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est des bâtiments qui fonctionnent en permanence.
Et comme vous entendez Élodie Calac sur France Inter, elle est à Saint-Mandé. Elle intervient sur France Inter à partir de son bureau de Saint-Mandé. Donc la Météo France a la majeure partie de ce bâtiment sur la ville de Paris et l'IGN a l'autre partie. La caractéristique, c'est un bâtiment en haute qualité environnementale. Le bâtiment basse consommation, c'était le premier du ministère de l'écologie. Donc il était logique que la ministre de l'époque vienne l'inaugurer avec le maire de Saint-Mandé, M. Baudouin, que l'on voit sur la droite de l'image. Et puis en 2012, c'est une date aussi importante pour l'IGN, car il y a eu fusion. Vous savez que dans l'administration, il y a périodiquement la création d'agences et des fusions d'instituts. Donc là, c'est l'IGN, qui était l'Institut géographique national, historiquement, a fusionné avec l'inventaire forestier national, l'IFN, qui lui avait été créé en 1958 par le général de Gaulle, et qui était en charge de l'inventaire permanent de la richesse forestière française. Donc c'est un peu l'équivalent de l'INSEE. L'INSEE, c'est la population. L'IFN, c'était la population des arbres. Donc ils font des comptages statistiques qui sont basés sur des méthodes statistiques, avec des échantillonnages, pas les arbres un par un en permanence, mais ils ont des placettes qu'ils analysent régulièrement, tous les 5 ans, et chaque année ils se déplacent. Et donc ils ont un échantillon représentatif qui permet d'estimer la richesse de la forêt française. On verra des statistiques un peu plus loin tout à l'heure. Donc là on voit Pascal Berthaud, qui était l'ancien directeur du cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, et qui a été nommé directeur de l'IGN en 2012. Et qui donc célébrait le centenaire de l'Atlas d'Aubray en 2012, qui avait été le premier atlas forestier sur la France. Malheureusement, il a été publié en 1912, et juste après, il y a eu la guerre de 14, et les forêts françaises ont un peu souffert de la guerre de 14. Donc il n'a pas pu servir très longtemps, cet atlas d'Aubray. 2012, c'est également la version 3 du géoportail. Tous ces sites internet, ils se doivent d'évoluer en permanence parce que les technologies évoluent et l'ergonomie aussi évolue. Il faut passer à des écrans, il faut penser écran tactile, il faut penser système responsif, c'est-à-dire qui va s'adapter après aux mobiles ou aux tablettes. Et c'est là qu'on a lancé le système remonter le temps dont j'ai parlé en début de conférence. Vous voyez donc des applications simplifiées aussi du géoportail, puisque les petits écrans sont quand même moins pratiques que les grands. La nouvelle caméra numérique qu'on a vue, elle a aussi des avantages, car elle peut travailler en très basse lumière, et donc effectuer, ce qui peut paraître paradoxal, des prises de vue la nuit, mais il y a des applications en zone urbaine. On a travaillé sur des grandes villes comme Genève, Nantes, Metz, ici. Ça permet aux collectivités locales d'étudier, d'optimiser l'éclairage urbain, d'éviter, à la mesure du possible, la pollution lumineuse inutile, d'optimiser en fait et de faire des économies d'énergie. C'est évidemment important. On aperçoit le centre Pompidou là au sud de la gare de Metz. 2012, c'est aussi les satellites Pléiades qui sont des satellites français. Il y en a 2, Pléiade A et Pléiade B, ou Pléiade 1 et Pléiade 2, je sais plus, avec des résolutions de 50 cm. Donc vous voyez qu'on se rapproche de la résolution qu'avaient les photographies aériennes dans les années 50. Donc il y a un petit décalage dans le temps. Mais sur l'image, on voit l'image oblique d'Abu Dhabi, c'est la fameuse tour, la plus haute tour du monde. On a des images qui sont quand même assez piquées avec ces satellites. Nous avons en 2013 aussi prêté des géocubes à des chercheurs belges de l'Observatoire royal de Bruxelles qui partaient en mission en Antarctique et qui ont donc positionné là-bas des géocubes qui sont des capteurs avec des systèmes GPS, des systèmes différents capteurs sismographes, etc. C'est modulable, on peut rajouter des capteurs météo, et ça permet donc d'analyser des tas de données et de les transmettre et d'observer des phénomènes, que ce soit
liées au réchauffement climatique ou autres. On voit également en vignette ici sur le glacier d'Argentière des géocubes qui ont été implantés avec l'Université de Savoie. On avait fait des mesures qui montrent malheureusement la fonte irrémédiable des glaciers, que l'on peut d'ailleurs constater également sur Remonter le temps si vous affichez les photographies aériennes des années 50 sur le glacier noir ou sur la mer de glace et les photos les plus récentes de l'IGN, vous verrez la différence, elle saute aux yeux. Une autre prise de vue donc sur Genève avec, on voit en vignette un des 4 Beechcraft Super-King Air. Donc l'IGN a aujourd'hui 4 Beechcraft Super-King Air de santé, dont certains sont assez anciens puisque on en a acheté un en 1977, mais ça fait plus de 40 ans, et on continue de l'utiliser, on l'entretient bien. C'est des avions, des bimoteurs à hélice qui sont très stables et qui ont une hauteur de vol et une vitesse de vol assez optimisée pour faire de la photographie aérienne. En 2013-2014, nouvelle ministre, c'était Ségolène Royal, donc notre ministre de tutelle, et nous avons depuis donc, la fusion avec l'IFM une double tutelle avec le ministère de l'Agriculture, qui était à l'époque Stéphane Le Follol, et ces deux ministres nous ont signé le contrat jusqu'en 2016. Et en intégrant donc l'IFN, nous avons également intégré son laboratoire de recherche situé à Nancy, qui s'appelle le LIF, Laboratoire d'inventaire forestier, et qui travaille pas mal, car il y a tout un pôle de compétences de l'INRA qui est à Nancy, et donc on travaille en étroite collaboration avec eux. Vous voyez ici des images obtenues avec des lidars qui permettent en fait d'avoir à la fois de croiser des images sur la canopée, donc la surface des feuillages des forêts françaises, et les courbes de niveau du relief, et ce qui permet de en fait, faire des calculs de cubature de feuillage, de bois, donc entre le modèle numérique d'élévation qui correspond au sol sans les superstructures, donc sans la végétation, et les modèles numériques de surface par différence, on arrive à obtenir des résultats intéressants. Voilà le véhicule Stéréopolis dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un camion Renault Trafic peint en noir pour éviter les réflexions et équipé d'une dizaine de capteurs sur la toiture, à la fois des caméras numériques, des systèmes lidar, des systèmes de positionnement, des odomètres, etc., pour connaître en permanence la position précise dans l'espace en 3 dimensions du camion, des caméras, et donc pouvoir après avoir des modèles 3D particulièrement précis. Et on est ici devant l'Odéon, le théâtre de l'Odéon, qui il y a 50 ans était au lieu des événements de mai 68. Voici une combinaison donc, des images obtenues avec ce type de véhicule et du logiciel Bâti 3D dont j'ai parlé tout à l'heure, toujours sur les bords de Seine. Et on peut également travailler avec des drones. Là sont les élèves de notre école, le NSG, l'École nationale des sciences géographiques, qui avait travaillé avec un appareil photo donc, développé aussi, enfin, une caméra numérique développée par le service de la recherche, mais celle-ci beaucoup plus miniaturisée, mais qui garde quand même ses qualités photogrammétriques, c'est-à-dire que ce n'est pas une GoPro qui déforme complètement sur les bords de l'image. On conserve des qualités géométriques qui permettent après d'avoir des images utilisables en cartographie. Et ils ont fait également des relevés avec un laser donc de l'intérieur, la fameuse hélice de l'escalier de Chambord. Plus près de nous ici, la cathédrale d'Amiens, qui a été photographiée par l'IGN sous toutes les coutures. C'est pratique Amiens parce que c'était près de nos avions qui étaient à Creil dans l'Oise et qui sont maintenant à Beauvais. Donc on pouvait faire de la photographie aérienne des vols d'essai assez facilement, ça ne coûtait pas trop cher. Et puis pour les élèves de notre école, c'est aussi assez facile
même si l'école est à Marne-la-Vallée, par la francilienne et l'autoroute A16, on arrive à Amiens assez rapidement. Et donc on a travaillé à la fois sur l'extérieur de la cathédrale et sur l'intérieur, en faisant du rappel, en faisant des prises de vue en stéréoscopie numérique en 3D à l'intérieur de la cathédrale. Et on a maintenant des simulations qui permettent de voir la cathédrale sous toutes ses coutures. De façon systématique, on fait donc des modèles numériques de surface sur l'ensemble de la France pour faire ce qu'on appelle le RGE-ALTI, donc le référentiel à grande échelle altimétrique, c'est-à-dire pour améliorer la composante verticale de nos bases de données, qui historiquement avait été déduite des courbes de niveau de la carte papier au 25 000 en numérisant dans les années 70, 75, quand je suis rentré à l'IGN, on numérisait avec des tables à numériser ces courbes de niveau. Ça a permis de faire la première base de données altimétrique, la BD-ALTI, sur le royaume de la France, mais qui était évidemment pas meilleure que la précision des cartes au 25 millième. Et maintenant, donc, pour des raisons liées au risque majeur, donc au risque d'inondation dans les cours des rivières, ou au risque de submersion sur les côtes, suite à Xynthia, la Direction générale de la prévention des risques et la DGPR nous a commandé des relevés plus précis. Donc là, on n'est plus dans le mètre, on n'est plus au mètre près en altitude, on descend dans le décimètre, voire plus si nécessaire. Et puis également, pour éviter des risques de rupture de digues sur le Rhône et autres, sur des canaux, etc., Canal de Provence, on travaille pour les gestionnaires de tous ces réseaux hydrographiques ou hydrologiques, éventuellement avec des drones et donc des caméras numériques ultra légères. Donc là, les versions tablettes du géoportail. Spot 6 et 7, tout à l'heure on avait vu Spot 5, dans les années suivantes, donc il y a eu Spot 6 et Spot 7, avec un pixel au sol de 1,50 m. Donc l'avantage de ces couvertures Spot, c'est qu'on les renouvelle chaque année, parce que les satellites tournent en permanence autour de la Terre, et donc on arrive entre mars et octobre à trouver en 6 mois suffisamment de selles de spot sans nuages ou qu'on arrive à dénuager pour avoir une couverture complète de la France chaque année. Alors l'avantage, c'est qu'on peut voir les évolutions du territoire avec une périodicité annuelle, alors que sur les photographies aériennes, j'ai dit qu'il fallait attendre 3 ans pour renouveler complètement la France. L'IGN travaille donc avec le CNES, le CNRS, etc., bien sûr, sur le plan scientifique. Et notre laboratoire de recherche en géodésie est responsable du modèle international de rotation terrestre, l'ITRF, depuis 30 ans, depuis 1985. Donc on voit sur cette photo le directeur actuel, Daniel Bourseau, au centre de l'image, et le responsable de ce réseau, qui est M. Zouer Al-Tamimi, qui est un chercheur d'origine syrienne ou libanaise, je crois, qui a fait ses études à l'ENSG, qui est devenu ingénieur IGN et qui est maintenant qui parle la langue française, qui vit en France, et qui est un bel exemple d'intégration, comme les Cassini, qui étaient également des immigrés italiens à l'époque. 2015, donc chaque année, oui, vous avez, nous sommes passés de la microfiche historique qui permettait aux géomètres experts dont on parle dans l'exposition et qui sont venus ici vous faire une conférence. Donc autrefois, pour consulter un point géodésique, ses coordonnées précises ou les repères de nivellement, il fallait se déplacer à l'IGN à Saint-Mandé, consulter les microfiches, ou les demander par correspondance. C'était un peu long, c'était très pratique. Dès que le Minitel a été inventé, on est passé à une numérisation autant que faire se peut sur Minitel. Et donc il y a une description littérale, puisqu'il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas d'image sur les Minitel, mais disons qu'on a traduit en texte les microfiches. Et puis, évidemment, dès que Internet s'est généralisé, on diffuse maintenant, vous pouvez d'ailleurs accéder directement sur le géoportail en affichant la couche point géodésique ou repère de nivellement. Vous savez où il se trouve dans votre commune et vous obtenez les coordonnées précises en X, Y, Z
de tous ces points. Il y en a quand même 400 000 des repères de nivellement en France, et des points géodésiques, il y en a 80 000, avec maintenant un réseau primordial qui s'appelle le réseau RGP, réseau GNSS permanent. Alors GNSS, c'est un autre sigle, c'est Global Navigation Satellite System, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes, que ce soit le GPS américain, le système GLONASS russe ou le système Galileo européen, dont vous avez entendu parler. Donc c'est des points qui sont 3G compatibles avec les trois systèmes, et même à terme avec le système chinois qui s'appelle Baidu. C'est tout un réseau dont l'IGN est le fédérateur, mais qui n'appartiennent pas tous à l'IGN, ces stations. Il y en a qui sont établies par l'ordre des géomètres experts, de plus en plus d'ailleurs, mais l'IGN assure la cohérence de ce système au niveau national. Pour le nivellement, l'origine des altitudes de la France, vous le savez sans doute, c'est le marégraphe de Marseille depuis 1897. Après 12 années de mesures, donc entre 1885 et 1897, on a établi le niveau 0 comme étant le niveau moyen de la Méditerranée à Marseille sur ces 12 années de mesures. Et depuis, donc le marégraphe historique que vous voyez ici à gauche de l'image, enregistre toujours le niveau moyen des mers. Depuis 130 ans, on s'est aperçu qu'il était quand même monté de 16 cm en 130 ans, et avec une accélération sur les 30 dernières années, ce qui laisse à penser qu'effectivement, il y a une montée du niveau des mers. Alors que la Méditerranée est une mer intérieure, donc moins sensible à ce type de phénomène. Mais il y a également des marégraphes sur la façade atlantique qui sont entretenus par le CHOM et qui collectionnent, notamment à Brest, il y a aussi 300 ans de mesures qui sont interrompues malheureusement à certaines périodes, mais les plus anciennes remontent à 300 ans, donc ça permet aussi d'avoir un état des lieux sur la Bretagne. Et puis à droite, vous avez un marégraphe numérique qui a été rajouté donc, à Marseille, et qui lui donc, envoie un rayon lumineux qui est réfléchi par la surface de l'eau, et donc qui permet aussi de mesurer le niveau moyen de la mer, et donc d'avoir un double système de mesure. Nous voyons ici l'actuel ministre de l'écologie, qui à l'époque était simple conseiller du président précédent, et qui avait assisté au Conseil économique et social à un colloque sur justement le réchauffement climatique. C'était Jean Jouzel et le groupe, le GIEC, le groupe international d'études du climat, qui rendait son rapport assez alarmant sur notamment la fonte des glaciers. Et l'IGN avait communiqué à cette occasion sur le sujet. Nous participons aussi chaque année à Futur en Scène, où c'est le lieu de rendez-vous de toutes les startups et de toutes les boîtes qui développent des applications futuristes. Là, nous présentons à Thierry Mondon, qui était à l'époque enseignement recherche, ou à Axel Lemaire, le logiciel iTones, qui est un logiciel 3D qui sert à passer en fait de la vue aérienne obtenue avec les avions à la vue terrestre obtenue avec le camion Stéréopolis, ou avec des images captées par des piétons de la ville, et qui pouvaient aussi à terme enchaîner avec des images souterraines obtenues dans les égouts de Paris, car nous avons répondu à un appel d'offres et nous ne l'avons pas remporté. Donc également, toutes ces questions de logiciels 3D sont importantes pour la conduite, enfin pour les conduites embarquées, mais aussi pour les voitures autonomes. Donc c'est un peu l'avenir qui décide là derrière ces logiciels et ces bases de données. Au moment de la COP21, nous avons aussi participé évidemment aux expositions, aux conférences, aux débats. Ici, c'était au Grand Palais avec Jérôme Bonaldi, et c'était l'occasion de présenter justement ces mini-caméras embarquées ou embarquables sur drone et ces géocubes.
Vous voyez ici une application directe, là, prise de vue 2014 par Spot du côté du stade, je crois que c'est le Chaban-Delmas, là-bas, à Bordeaux, avant l'Euro, enfin c'était les travaux avant l'Euro, et puis juste prêt pour l'Euro. Et de même, je ne sais plus si c'est Gerland ou si c'est un autre stade à Lyon, la construction. Alors évidemment, sur des grandes structures comme les opéras, les stades, les images de Spot sont suffisamment parlantes. Quand on veut rentrer évidemment dans les détails, il vaut mieux utiliser les photographies aériennes. IGN Fab, c'est quoi? C'est un incubateur, c'est un accélérateur de projet qui a été lancé par l'IGN en 2014, qui en est déjà à son 4e appel à projet. Le premier appel avait notamment sélectionné un certain nombre de start-up sur les problématiques de mobilité. Donc, elles ont développé des applications, et puis le deuxième appel à projet était plutôt orienté développement durable. Donc il y a une société qui s'appelle Inson We Trust qui travaille, qui s'appuie sur les bases de données de l'IGN pour estimer la rentabilité d'une installation solaire en toiture. Donc elle tient compte à la fois de l'orientation, de la forme des toitures, des ombres portées par les bâtiments voisins, etc. Et donc c'est une start-up qui a démarré avec une ou deux personnes et qui a maintenant une dizaine d'employés. Ils sont pour le moment logés à l'IGN, car on leur offre des locaux gratuitement et on leur offre du conseil sur nos bases de données, puisque ça va dans le sens de la transition énergétique. Delertec, c'est une société spécialisée dans les drones, justement, c'est le premier constructeur français qui est basé à Toulouse. Et donc, eux, ils vont industrialiser la mini-caméra qu'on a vue tout à l'heure, qui a été conçue par nos laboratoires de recherche. Mais nous, on n'est pas des industriels, donc derrière, il faut des spécialistes pour ensuite fabriquer en série des mini-caméras ou des géocubes. On a également un partenariat avec un industriel qui développe les géocubes et donc qui les commercialise maintenant dans le monde entier, ce qui fait qu'il y a des applications aussi sur les 5 continents de nos géocubes qui ont été imaginés à l'IGN et qui ont ensuite été fabriqués par des industriels. Nous avons lancé en 2015 l'espace loisir qui aujourd'hui s'appelle IGN Rando parce que c'est plus parlant. Donc c'est un site collaboratif qui s'adresse à la fois aux randonneurs, à pied, à cheval, à vélo, mais également aux institutionnels, que ce soit les offices de tourisme, les collectivités territoriales qui veulent faire connaître leur région, que ce soit les fédérations sportives. On a des partenariats avec la fédération de randonnée, bien sûr, APS, avec la fédération de cyclotourisme, avec la fédération dans les airs, je ne sais plus laquelle. Bref, il y a maintenant plus de 1000 communautés qui sont regroupées sur ce site et qui peuvent mettre en ligne leur parcours, qui sont visibles sur les flux du géoportail, donc avec une précision de carte au 25 millième. Et vous pouvez aussi signaler les points d'intérêt. Et au total, aujourd'hui, il y a plus de 400 000 km cumulés de parcours intéressants. Nous avons signé aussi des partenariats avec les parcs nationaux, comme ici le parc national des Écrins. Le géoportail s'est aussi développé en direction de l'urbanisme et des architectes, mais aussi du grand public, puisque le géoportail de l'urbanisme sera en 2020 le seul portail qui fera autorité, et les documents d'urbanisme devront être publiés en numérique sur le géoportail de l'urbanisme. Donc ça monte en charge progressivement, ça démarre doucement, mais d'ici 2020, tous les documents d'urbanisme seront sur ce géoportail qui fera force de loi. Donc ça, c'est en collaboration avec le ministère, évidemment, en charge du logement et de l'égalité des territoires. Donc l'orthophotographie devient haute résolution. Maintenant, la France est bientôt couverte entièrement avec des orthophotos à 20 cm de résolution. On peut descendre à 5 cm dans certains cas, mais
Disons que, évidemment, chaque fois que vous doublez la résolution, vous multipliez par 4 le volume de données, donc ça demande des serveurs de plus en plus énormes, et parfois c'est pas forcément nécessaire. Donc déjà 20 cm, c'est déjà pas mal. Chaque année, donc, les journées de la recherche présentent les nouveautés de l'IGN, et nous avons construit à Saint-Mandé, après beaucoup d'années de bricolage, malheureusement dans des sous-sols avec des climatisations additionnelles qui commençaient à devenir un peu dangereuses, un vrai data center qui est au premier étage, donc qui est qui n'est pas inondable, qui est parfaitement climatisé et qui est sécurisé. Donc même si nous travaillons pour le géoportail avec des prestataires du type Atos jusqu'à présent, maintenant c'est Thales, donc de toute façon les données sont toujours dupliquées chez nos sous-traitants, et on a aussi des serveurs en miroir qui sont en Sologne, à Villefranche-sur-Cher. En 2016, nous avons été impliqués aussi dans les nouvelles régions avec les nouvelles cartes, et il y a un concours qui avait été organisé avec justement le CGET, le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, pour éditer des cartes des nouvelles régions françaises. Vous voyez ici non seulement le véhicule Séropolis dont on a déjà parlé, mais également un scooter qui a été développé pour pouvoir accéder à des zones un peu moins, disons, viables que d'autres, notamment pour monter sur les trottoirs, car la problématique des trottoirs est importante pour les personnes handicapées, et donc ça permet de mieux voir quels sont les itinéraires compatibles avec les fauteuils roulants. Ça, c'est lié un peu aux hauteurs de trottoir, aux bateaux existants ou pas à tel ou tel endroit. Donc si vous voulez plus de détails sur les activités d'hygiène en 2017, vous avez le rapport d'activité qui est téléchargeable gratuitement ou visualisable sur le site hygiène.fr. Je retiendrai que le géoportail a été le 7e site gouvernemental le plus consulté en 2017, avec, donc on n'est plus à 14 millions de connexions simultanées sur une journée, mais là on est à 1 400 000 par mois, visiteurs uniques, et 2 800 000 visites par mois, ce qui fait donc à peu près 2 visites par visiteur. Et nous travaillons donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur le véhicule autonome en liaison avec beaucoup de gens, que ce soit des constructeurs, des équipementiers, etc. Voici le sac à dos qui avait été développé justement pour travailler entre autres dans les égouts, mais qui peut avoir des applications pratiques dans les rues ou dans les passages où même le scooter ne pourrait pas passer. Donc là aussi, vous voyez une multiplicité des capteurs pour avoir des images à 360 degrés en 3 dimensions et un maximum d'informations. Plus ludique, vous avez Minecraft qui existe avec des données IGN. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu un peu comme les Duplo ou les Lego, sauf que ça se fait sur une console et c'est le jeu le plus vendu au monde, je crois. Et donc on a été obligé de limiter, donc à minuit tous les soirs, on peut télécharger un certain nombre d'extraits de cartes de la BD Topo. Jusqu'à présent, il y a eu 30 000 qui ont été téléchargés, mais on freine parce qu'il y a une demande qui est très importante de la part des jeunes qui aiment beaucoup, mais on travaille avec l'éducation nationale pour faire aussi des applications pédagogiques de ce jeu qui permet de découvrir aussi son environnement autour de son établissement scolaire. Les journées de recherche 2018, vous pouvez trouver des comptes rendus aussi en ligne. Là sont des jeunes ingénieurs de notre école. Si vous avez des gens intéressés, alors on est en train on est entre les écrits, les concours et les oraux. Donc ingénieur IGN, c'est concours commun à Mines Télécom, donc c'est niveau maths P. Mais vous avez aussi des passerelles avec des prépas intégrés au lycée de Torcy. Vous avez différentes façons aussi de rentrer après déjà des années universitaires. Enfin, on peut rentrer sur dossier, il n'y a pas beaucoup de place, mais
ça peut se négocier. Et il y a 3 ans d'études. Et sinon, il y a un concours géomètre qui, lui, est au niveau bac, qui est en fait un concours technicien supérieur. Donc, il y a le technicien supérieur de l'équipement, il y a les techniciens supérieurs en Météo France, et puis il y a les techniciens supérieurs géomètres à l'IGN. Donc là, c'est 2 ans d'études post-bac. L'IGN Rando, j'en ai parlé, il y a eu une conférence en ligne récemment, vous pouvez la consulter si ça vous intéresse. Sur la BD Topo aussi, si vous voulez en savoir plus, il y a eu une conférence en ligne. Et puis sur les modèles numériques de surface, récemment, c'était la semaine dernière, mais vous pouvez voir tout ça sur ign.fr. Nos bases de données sont utilisées. Alors, nous n'avons plus d'hélicoptères à l'IGN depuis les années 80. On en a eu à l'époque, mais on n'en a plus. Par contre, la sécurité civile utilise dans ses hélicoptères, notamment celui-là qui est tout neuf, les cartes numériques aéronautiques de l'IGN. De même que pratiquement tous les pilotes, puisque les cartes OSCI éditées par l'IGN chaque année sont d'ailleurs, même sous forme papier, obligatoires à bord en cas de panne des instruments électroniques. Sur les domaines des forêts, vous avez des dossiers dans l'IGN Magazine que vous pouvez lire en ligne. Nous entretenons aussi une base de données sur les incendies de forêt, toujours dans le cadre de la prévention des risques, et pour avoir des historiques sur les sinistres précédents. Or, la forêt française en chiffres, il y a quelques chiffres clés à retenir. C'est quasiment un tiers du territoire, la forêt française. En France, contrairement à la forêt mondiale, la forêt gagne plutôt du terrain, ce qui n'est pas le cas évidemment au niveau mondial avec l'Amazonie, la déforestation, etc. Mais en France, la forêt gagne sur les terres agricoles. Il y a sur ce tiers du territoire national, il y a les 3 quarts de la forêt française, ça on le sait moins, qui sont des forêts privées. Il n'y a qu'un quart de forêt publique, forêt domaniale ou forêt communale, qui dépendent soit de l'ONF, soit des collectivités locales. Et il y a en France plus de 3 millions de propriétaires privés, ce qui rend l'exploitation de la forêt française assez problématique. Et donc ce qui fait qu'il y a la tendance à croître. Le volume de bois augmente, mais il n'est pas forcément utilisé rationnellement, car il y a une parcellisation énorme de la forêt. Et donc on essaye là aussi, avec des startups Open Forêt notamment, de développer des applications pour optimiser la gestion des forêts privées françaises, de façon à au moins à ne pas être obligé d'importer trop de bois à l'étranger pour nos besoins propres français, alors que nous avons cette belle forêt en France. Nos forestiers travaillent avant inventaire sur les photographies infrarouges couleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, des infrarouges. Vous pouvez les voir également sur le géoportail, elles s'affichent, car toute la France doit être couverte, ou au moins une bonne partie, avec ces prises de vue, où les experts, ce n'est pas mon cas, mais arrivent à distinguer les natures d'arbres, enfin les espèces d'arbres, en fonction de la réponse aux infrarouges. Et on peut voir également sur les prises de vue infrarouges tous les phénomènes de pollution, d'attaque, de maladies, que ce soit sur les arbres ou les phénomènes de pollution de l'eau, donc les phénomènes de turbidité également. Si la forêt vous intéresse, il y a une exposition un peu comme ici qui se passe au Géoroom de l'IGN à Saint-Mandé. Le Géoroom, c'est un espace trifonction, c'est à la fois, comme ici aux archives départementales, vous avez une salle de documentation de la géothèque où vous pouvez consulter sur rendez-vous les photographies aériennes, les cartes anciennes. Alors, de plus en plus, les photographies aériennes, on a numérisé 4 millions de clichés, donc tout est pratiquement déjà accessible en ligne. Mais les cartes anciennes, on n'a pas encore tout numérisé. On en est à 100 000 cartes sur la France, mais il y a éventuellement d'autres cartes que l'on peut consulter donc sur rendez-vous à cette géothèque. Il y a une partie libre-service, vente de cartes traditionnelles pliées, une carte en relief. Et puis il y a une partie exposition, une exposition permanente et une exposition temporaire. Donc là, jusqu'à la fin de l'été, c'est sur la forêt,
française, donc, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, le dernier appel à projet d'IGN Fab concerne, donc, en direction des startups, concerne l'agriculture, la forêt, la biodiversité. Donc c'est des sujets qui sont dans l'air du temps. Et donc, on lance des appels à idées, on sélectionnera ceux qui nous paraissent les plus pertinents pour leur donner un coup de pouce et éventuellement qu'ils obtiennent après des financements. L'IGN n'a pas les moyens de financer, mais par contre, la grille TAC verte qui avait été lancée par Ségolène Royal, elle, par exemple, a permis à Insol We Trust, une des startups sélectionnées par l'IGN, d'obtenir 150 000 € je crois, de subventions, ce qui n'est pas négligeable, en plus des données de l'IGN, en plus des locaux fournis par l'IGN, etc. J'ai parlé des partenariats de plus en plus. Là, nous sommes en train de négocier avec la tutelle, avec Nicolas Hulot et ses services, le prochain contrat IGN-État. Et de plus en plus, nous sommes amenés à conclure des partenariats. Vous voyez ici une signature entre Daniel Burso à droite et le directeur de l'IRSTEA, dont j'ai oublié le nom. Donc l'IRSTEA, l'ancien CEMAGREF, qui est spécialisé aussi dans la recherche environnementale, qui produit entre autres les cartes de localisation probable d'avalanche sur fond de carte IGN, que l'on voit également sur le géoportail. Et nous travaillons donc la main dans la main sur un certain nombre de sujets. Nous avons toujours notre partenariat avec la Fédération française de randonnée. Nous venons de ressortir une, je ne sais plus, 15e édition de la carte de synthèse des sentiers de grande randonnée sur la France. Alors évidemment, à l'échelle du 960 millième, avant c'était du million, enfin c'est à peu près pareil. C'est une carte générale qui permet de voir où sont les GR en France, mais c'est pas avec ça que vous allez faire le GR20 en Corse ou le GR10 dans les Pyrénées. C'est simplement pour choisir la région qui vous intéresse. Après, il y a des cartes plus détaillées comme celle-là, au 50 millième, qui permet sur une seule carte de voir l'ensemble du tour du Mont Blanc, puisqu'elle a été faite avec la TMB, et qui est maintenant aussi une carte plastifiée, donc qui résiste aux intempéries, qui n'a pas besoin de batterie, qui est toujours opérationnelle, mais qui peut s'envoler au cas de grands vents. Donc je vous incite, si vous ne connaissez pas encore, à découvrir les services carte à la carte qui se développent. Et si vous êtes utilisateur des applications Bitrate, ToNav, Geolife ou Iphigénie, vous pouvez synchroniser avec les circuits IGN Rando. Tout ça communique merveilleusement grâce aux passerelles numériques. Pour ceux qui sont amateurs de bon vin, nous avons travaillé avec l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, sur les célèbres Clos et autres AOC. Il y en a quand même 289 des appellations en France et 3,8 millions de parcelles. Donc tout ça, c'est visible sur le géoportail pour peu qu'on sélectionne la bonne couche. Si vous êtes amateur de drone aussi, attention, c'est très réglementé en France, notamment autour de Beauvais, vous en doutez. Donc plus c'est rouge, moins vous avez le droit de vous en servir. Il y a des limitations de hauteur et des limitations de zonage à respecter impérativement car les amendes sont assez élevées. Alors juste un petit tour d'actualité, là on est en train de travailler à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc on prend le bateau très rapidement. On y va tous les 30 ans à peu près. J'ai un collègue qui vient de prendre sa retraite aussi, qui avait travaillé il y a 30 ans. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de changements entre deux passages de l'IGN, mais on refait quand même le réseau géodésique, car bon, les spécifications mondiales ont évolué depuis l'époque où on les avait fait dans les années 50. Et donc là, on fait du nivellement. Alors, en France, ce nivellement il est motorisé, on a des véhicules porte-mire. Là, comme c'est un peu compliqué pour accéder à Saint-Pierre-et-Miquelon, avion, bateau, etc., on fait du nivellement pédibus comme Jean-Lys. Donc il y a un niveau entre les deux mires, et vous faites une visée avant, une visée arrière, vous en déduisez la dénivelée entre les deux mires code-barre,
Et de proche en proche, à partir d'un zéro, qui n'est pas celui du marégraphe de Marseille, là, qui est un zéro local, vous pouvez implanter des repères de nivellement qui vont servir après à tous les aménageurs du territoire pour connaître précisément l'altitude des points. C'est important le nivellement parce que pour l'adduction d'eau potable, pour l'évacuation des eaux usées, la station d'épuration, il faut savoir dans quel sens ça coule, bien évidemment. Les points géodésiques, donc avec des théodolites qui, par rapport à un modèle plus ancien qui ont été exposés ici, sont maintenant numériques, motorisés, etc. Mais qui sont toujours des mesures d'angle entre deux points et qui utilisent quelque part la trigonométrie, donc A sur sinus A, il y a B sur sinus B, il y a C sur sinus C, et de proche en proche, en connaissant les distances, on en réduit toutes les autres, et on arrive à établir un réseau de points de repère, avec aussi la triangulation permise par les GPS, et donc de faire une cartographie actualisée. L'aventure, c'est pas simplement Saint-Pierre-Miquelon, ça peut être au coin de la rue. Là, il y a une carte qui a été établie par le spécialiste des accidents et de la traumatologie routière Claude Gott sur vous voyez, la région. Donc il y a des routes en rouge là dans le coin, donc soyez prudents en repartant. Nous entretenons toujours une série de toute une gamme de cartes. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, depuis les routières en rouge jusqu'aux cartes de randonnée en bleu ou en vert, en passant par les cartes internationales qui sont en fait des partenariats avec nos homologues étrangers ou avec on a notamment Myers Dumont qui est un éditeur phare en Allemagne, un peu l'équivalent de Michelin côté allemand. Donc ce sont des fonds que l'on achète et qu'on publie avec une adaptation de certains toponymes avec une couverture IGN. Et qui permettent quand même, quand vous allez à l'étranger, vous n'avez pas forcément des données très précises sur votre téléphone. Par contre, vous avez avec ces cartes papier, soit les plans de la capitale, de la région, du pays, et ça permet quand même d'avoir une vue d'ensemble assez pratique. On fait encore des atlas aussi pour je ne sais pas combien de temps. Très rapidement, les implantations IGN, donc Beauvais la plus au nord. Anciennement, c'était Creil, c'était déjà dans l'Oise. Le NHG, Marne-la-Vallée, j'en ai parlé. L'inventaire forestier à Nogent-sur-Vernisson, c'est le site historique, le château des Bars. Il y a l'arboretum, si vous passez sur l'autoroute de l'Arbre, vous avez un arboretum là, qui est à visiter également. On a une base logistique à Villefranche-sur-Cher, qui historiquement était le camp interallié, enfin qui était le camp interallié pendant la guerre de 14, au moment de l'intervention américaine, donc les troupes débarquaient à Saint-Nazaire et le front était desservi à partir de Villefranche-sur-Cher. C'est là qu'il y avait les fours à pain, qu'il y avait les frigos, enfin toute l'intendance qui permettait d'alimenter le corps expéditionnaire américain. C'était quand même pas loin d'1 million d'hommes. Et donc l'IGN a hérité, après la Seconde Guerre mondiale, de ces terrains militaires. Et c'est là que nous stockons les cartes papier, que nous diffusons vers les diffuseurs privés qui servent les 10 000 libraires qui vendent nos cartes. C'est là que nous avons aussi déménagé il y a 2 ans la Photothèque nationale, donc tous les clichés, tous les 4 millions de clichés sur la France, sur plaque de verre, puisque depuis Nadar jusqu'en 1966, on travaillait sur plaque de verre. Après, ça a été des films entre 1966 et 2002-2005. Et bon, maintenant, ce sont des fichiers, mais ça représente quand même des kilomètres, 6 km linéaires d'étagères, avec des conditions de conservation qui sont 18 degrés, 40% d'hygrométrie, etc. Et toutes ces données sont maintenant donc numérisées, mais on conserve quand même les documents physiques, car on ne sait jamais ce que deviendront les fichiers dans quelques centaines d'années. En tout cas, les plaques de verre, ça se conserve très bien. Et le service IGN Espace à Toulouse, donc qui traite l'image spatiale. Et en plus, nous avons 5 centres, Bordeaux, Nantes, Nancy, Lyon et Aix-en-Provence, qui sont des directions interrégionales, qui sont au plus proche des utilisateurs. Nous avons récemment lancé un SOS pour le marégraphe de Marseille, car il manquait 65 000 € pour le réparer, et pour réparer les grilles qui entourent le bâtiment, puisque le marégraphe c'est à la fois l'instrument et le bâtiment qui est classé monument historique. Et la Fondation du patrimoine nous a donné un coup de main, ce qui nous a permis de passer sur un certain nombre de chaînes de télé
et de commencer à récolter un petit peu d'argent pour sauver ce monument en péril. Je termine sur une carte qui est affichable aussi sur le géoportail. Alors c'est minute originale d'état-major, mais ça a été levé au 10 millième, car il faut savoir qu'en 1818, les officiers d'état-major ont commencé à faire des levées au 10 millième sur la région de Paris, la feuille de Paris, la feuille de Beauvais au nord et la feuille de Melun au sud de Paris. Donc ces trois feuilles bénéficient de levées extrêmement détaillées au 10 millième, qui sont des œuvres manuscrites absolument uniques, conservées à la cartothèque de l'IGN, que nous avons scannées, qui sont visualisables en ligne, que vous ne pouvez pas télécharger, celles-là, mais vous pouvez les visualiser, à condition d'aller les chercher dans le bon dossier. Donc c'est culture, patrimoine. Et après, vous allez chercher la région parisienne ou l'Île-de-France 1818-1824. Donc ce sont des levées qui ont 200 ans. Et vous voyez ici le Beauvais historique et un peu plus haut sur le même continuum, vous avez Tillet. Donc on est quelque part dans le blanc de cette feuille, puisqu'on n'est pas très loin de la commune de Tillet. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, merci pour cette présentation très complète des travaux de l'IGN. On voit bien qu'ils touchent à tous les domaines d'activité qui nous entourent. Effectivement, est-ce que cela suscite questions ou remarques de votre part? Je vous remercierai si vous avez des questions de bien parler dans les micros qui peuvent circuler pour l'enregistrement. Bonjour. À quand les cartes et les structures archéologiques enfouies? Puisque maintenant les radars permettent de descendre facilement à 2 mètres sous terre, donc au niveau romain. Alors, nous avons aussi un partenariat avec l'Institut qui s'occupe de la recherche archéologique. INRAP, recherche archéologique préventive. Par contre, je ne pense pas qu'ils affichent, je n'ai pas vérifié là, mais je ne pense pas que ça s'affiche sur le géoportail pour le moment. Parce que, alors c'est peut-être un problème technique, hein, ils ont des moyens encore plus limités que les autres. Et puis il y a peut-être une volonté de ne pas non plus trop faire savoir où sont les sites archéologiques pour éviter les phénomènes de pillage, etc. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je réponds à ça. En tout cas, ça ne fait pas partie des prérogatives de l'IGN, parce que la photographie, c'est une photographie aérienne très spéciale, mais effectivement, on parle des radars, c'est en général des pilotes privés qui volent à basse altitude, à certaines heures. Nous, on vole plutôt autour de midi pour qu'il n'y ait pas d'ombre, etc. Et eux, ils volent après les pluies, parce que je crois que c'est le moment où on voit mieux les vestiges, effectivement. oui. Donc, les techniques actuelles sont à partir du sol pour faire déterminer ces structures enfouies. Mais quand on voit, par exemple, ce qui se passe pour l'étude par exemple, de Mars ou autre, donc ça se fait donc à partir de satellites, on arrive à avoir ça. Une structure, disons, la détermination des structures enfouies, bien sûr, ça restera toujours un peu très conditionné, pour pas qu'il y ait des probabilités de pillage, mais je crois que c'est indispensable si on ne veut pas se retrouver, comme on se retrouve actuellement, à faire des opérations de sauvetage en catastrophe quand on commence un projet et que finalement on tombe sur ces structures. Alors, je sais que par exemple actuellement dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc les gens du Pas-de-Calais ont acheté du matériel et ont une cartographie détaillée de Boulogne-sur-Mer pour retrouver justement toutes les parties romaines de Boulogne. Je pense que ça c'est inévitable, surtout si on veut éviter par la suite un peu lors de travaux de se retrouver avec des fouilles d'urgence.
Oui, bonjour. Deux questions. Vous avez parlé des cartes sur mesure. Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont commercialisées en format numérique? Bonne question. Celle dont je parlais, c'était sous forme papier, hein, c'est les sorties traceurs. Après, si vous allez sur ign.fr, c'est un portail, et vous avez 3 sous-chapitres qui sont un site institutionnel, où là on est plus dans l'information, les comptes publics, enfin les rapports d'activité, etc. Vous avez à droite le site IGN Rando qui est plus grand public, donc, qui bascule aussi sur la boutique en ligne. Et puis au milieu, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le site professionnel, mais qui est accessible à tout internaute, où là vous pouvez aller pour voir tout ce qui existe en matière de base de données. Mais c'est extrêmement complexe aujourd'hui parce que vous avez de plus en plus de produits qui sont gratuits, parce qu'on s'inscrit dans un mouvement général qui est l'open data, hein, qui a été lancé par Axel Lemaire avec la loi sur le numérique. Donc vous allez pouvoir accéder à du téléchargement gratuit de certaines bases de données sous certaines formes, avec une certaine précision, en fonction de votre statut, si vous êtes particulier, si vous êtes collectivité locale, si vous êtes professionnel privé, etc. C'est des tableaux à double entrée. Il y a un catalogue de produits existants, il y a des clients potentiels, et après il faut voir dans quelle case on se situe. Et en fonction de ça, on peut avoir des données gratuites, d'autres qui sont payantes, plus ou moins chères. Et puis après, les formats de livraison, c'est standardisé, donc des fois ça va être tout un département, ou ça ne correspond pas forcément à... Alors que carte à la carte, c'est vraiment conçu pour le particulier grand public qui s'intéresse à une commune, hein, et qui veut ce qu'il y a autour de cette commune ou autour de cette randonnée. Alors que les bases de données, après, les découpages sont différents. Ok. Et la deuxième question, votre site Géoportail que j'utilise très fréquemment, il s'est extrêmement enrichi, comme vous l'avez expliqué, mais il y a une donnée qui a disparu et que je regrette bien, c'était les croisillons qui permettaient de repérer des croisillons qui étaient autrefois les croisillons des coordonnées Lambert. Aujourd'hui, il n'y a plus ces repères et donc on a du mal à resituer les choses. On arrive à lire sur l'écran les coordonnées d'un point, mais il n'y a plus ces repères physiques. Oui, dans la barre d'outils à droite, vous pouvez afficher les coordonnées de votre pointeur en fait. Donc vous avez, si vous cochez la case afficher les coordonnées, vous avez latitude, longitude et altitude également qui s'affichent. Alors effectivement, c'est pas forcément exactement ce qu'il y avait avant, mais par contre ça vous donne point par point, en fonction du déplacement de votre curseur, X, Y, Z. Moi, ce que je fais, c'est que j'imprime sous format numérique une vue de l'écran. Une capture d'écran, oui. Ouais. Mais ensuite, quand on veut positionner des points, on voit sur l'écran quelles sont les coordonnées. Si on veut le remettre sur le fichier numérique, c'est moins facile. Oui, à ce moment-là, il faut vous créez votre code, vous faites votre carte à l'écran sur fond du géoportail et puis avec l'outil coordonné. Enfin, je ne suis pas non plus un grand spécialiste du dessin sur l'écran, mais on peut dessiner, on peut utiliser le fond d'image du géoportail pour dessiner ces circuits ou faire des imports-exports. Ou sur IGN Rando, allez peut-être voir sur IGN Rando, les outils sont plus adaptés sur IGN Rando. Ok, merci. Que représente l'IGN en effectif personnel? En question, quand je suis rentré en 1976, on était 2400. Je prends ma retraite au 1er septembre. On va tomber à 1500 boîtes. Donc il y a une réduction des effectifs. Il y a aussi le rayon d'action de l'IGN a été réduit parce qu'autrefois on avait un service des travaux à l'étranger. Maintenant, on a créé IGN France International, qui est une filiale
et petit à petit, on s'est désengagé de cette filiale. Donc on n'a plus que 12%. Et donc ça a été repris par FIT, Conseil International, qui est à l'origine un cabinet de géomètre privé, qui travaille pas mal à l'international. Donc il y a des gens nigériens qui sont détachés dans cette filiale, mais c'est pareil, ils sont tout comptés dans les effectifs. Alors qu'il y a l'âge d'or de l'IGN, c'était les années 50, enfin c'était même, oui, c'est ça, les années 50, où il y avait 11 millions de kilomètres carrés à cartographier avec les anciens territoires français. Bon, après, les indépendances, on a continué à avoir des IGN en Afrique dans le cadre des coopérations, puis petit à petit, les crédits de coopération ont été supprimés. Donc on a fermé toutes les agences en Afrique, et donc maintenant, on n'est plus qu'en France franco stricto sensu. Merci. Et puis bon, il faut reconnaître aussi que le développement du numérique fait qu'on n'a plus besoin d'autant d'armées de dessinateurs comme autrefois. On gagne quand même beaucoup de temps avec le numérique, heureusement. Mais bon, après, il faut aussi des ingénieurs pour développer les logiciels, pour adapter. Et puis en permanence, on améliore les capteurs, le traitement des images, et puis les sorties graphiques qu'on en fait. Quel est l'avenir de la carte au 25 millième? Parce que, comme vous l'avez montré, c'est un type de carte qui est fréquemment utilisé en matière de loisirs, notamment pour la randonnée, mais certaines dates quand même de les dernières mises à jour sont assez anciennes, et donc est-ce qu'il y a une solution, un produit qui va être amené à remplacer la carte au 25 millième telle qu'on la connaît, sous papier? Sur les flux du géoportail, on affiche normalement les bases de données les plus à jour, à J+1 si vous voulez. Et donc après, quand vous utilisez les flux du géoportail sur des applications dont j'ai cité le nom tout à l'heure, vous bénéficiez de ces flux numériques qui sont plus à jour que les cartes papier. Parce que de toute façon, vous avez toujours un décalage entre l'impression d'une carte. Dès qu'on imprime une carte, elle est déjà périmée, parce qu'entre la prise de vue et l'impression, il va s'écouler un certain laps de temps. Donc on sera toujours en décalage. Maintenant, vous citez effectivement des cartes d'ancienneté un peu rédhibitoires. On essaie d'y remédier. Maintenant, évidemment, il y a des impératifs aussi liés au marketing. Il y a des régions qui sont plus vendeuses que d'autres, enfin, plus achetées que d'autres, disons. Et forcément, on a tendance à donner la priorité à la forêt de Fontainebleau, à la carte du Mont Blanc, qui vont s'écouler à 10 000 exemplaires par an, alors que celle, sans vouloir avec ces personnes, mais de la diagonale du vide entre Charleville-Mézières et puis le sud-ouest, bon, ça peut effectivement se vendre péniblement à 5 exemplaires, et encore. Donc forcément, il y a des choix qui sont faits. Mais de façon générale, l'information mise en ligne est quand même rafraîchie, en tout cas le plus rapidement possible, compte tenu de nos moyens forcément limités. Mais sous forme papier, vous aurez toujours un métro de retard. Bon, ceci dit, si vous vous intéressez au chemin noir, comme Sylvain Tesson, qui a écrit des très belles pages dans son dernier livre sur la question, les chemins noirs, ils n'évoluent pas tant que ça. Par contre, effectivement, quand vous avez une autoroute ou une ligne TGV qui les croise, si vous n'avez pas de passage inférieur ou supérieur, vous êtes un peu coincé. Mais bon, on essaye quand même sur les cartes, quand il y a des lignes TGV ou des LGV en construction, on les met en pointillé au début, et puis après, on les dessine en traitement. Elles sont évoluées. Mais je reconnais que tout n'est pas bon. Plus on va dans le détail, évidemment, plus c'est et complexe. Sinon, je signale que donc, les images que j'ai apportées là sont à la fois des photographies aériennes sur ce qu'on appelle les aérographismes alpins, qui ont été publiés pour les abonnés au trimestriel l'Alpe, édité par Glénat. Comme c'est moi qui les avais sélectionnés et que j'avais écrit les légendes, où j'en ai un certain nombre, vous pouvez vous servir, c'est gratuit. Et à droite, il y a des reproductions absolument uniques, des minutes originales de Cassini,
là aussi sur des zones alpines qui ont été sélectionnées par l'ALPE. Mais ça, c'est vraiment des documents que vous ne trouvez même pas sur Géoportail, ni sur aucun serveur, ni sur Internet. C'est les minutes originales qui sont conservées pieusement sous double clé dans les sous-sols de la cartothèque, qui ont été numérisées, mais qui ne sont pas encore en ligne et qui auront du mal à l'être parce que c'est assez compliqué. Il y a des découpages un petit peu artisanaux, et puis il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de documents pour chaque feuille de la carte de Cassini. Il y avait déjà 180 cartes de Cassini, et ensuite il y avait 8 minutes par carte, et pour chacune de ces minutes, il y avait au moins 3 documents. Donc vous voyez, on a numérisé 1500 documents. Mais c'est remarquable, parce que c'est un dessin fait à la plume et aquarellé, et avec des moyens qui étaient évidemment très limités, ni la photographie aérienne, ni les ordinateurs, mais c'est remarquable. Tout comme les magnifiques plans que j'ai découverts tout à l'heure dans la très belle exposition que vous avez ici chez vous. Écoutez, encore merci pour cette présentation qui venait clore notre cycle de cette année sur la cartographie. Donc l'exposition est visible jusqu'au 31 août 2018, avant de vous proposer nouveaux projets et nouvelles activités à la rentrée. Nous reprendrons un nouveau cycle de projets culturels, pédagogiques et scientifiques à partir des Journées du patrimoine, donc les 15 et 16 septembre. Bonne soirée, bon été, et puis donc rendez-vous à la rentrée.